Merci pour votre invitation à intervenir aujourd'hui, quoique après ces deux interventions, ça semble pas tout à fait évident. De toute façon, ce qui est pratique, c'est que je vais faire le philosophe philosophant, et donc je ne vais évidemment pas défendre de position sur la vaccination obligatoire. Je pense que Paul Loux m'a invité à intervenir, ce dont je le remercie, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de justice distributive en santé, puisque j'ai travaillé sur la greffe d'organes, sur le prélèvement et la greffe, donc qui pose des questions de procuration et de distribution d'une ressource rare. Et donc ça pose beaucoup de questions de justice en santé. Donc c'est plutôt ces questions-là que je vais aborder avec vous en évoquant... dans un premier temps, en essayant de voir comment l'obligation vaccinale met en tension le principe d'autonomie et le principe de justice. Ensuite, d'essayer de voir comment s'explique la légitimité de l'intervention de l'État sur ces questions. Et enfin, d'ouvrir quelques pistes de réflexion, je dirais, pour, probablement ça va dans le sens de ce que vous disiez tous les deux, peut-être plutôt augmenter l'adhésion à un choix autonome plutôt que la soumission à un choix contraint. Je pense que dans l'ensemble, c'est quand même un enjeu important. En tout cas, il me semble qu'éthiquement, c'est quand même plus fort d'emporter l'adhésion de personnes autonomes que de soumettre les gens à un choix contraint. Et je pense que ce que vous disiez, l'un comme l'autre, allait dans ce sens-là. On aimerait tous quand même avoir une plus forte adhésion plutôt que de renforcer la contrainte. Et en termes éthiques, ça semble, voilà, de toute façon, plus intéressant d'aller dans cette démarche-là. Alors, le premier point, c'est que l'obligation vaccinale met en tension l'autonomie et la justice, donc le principe d'autonomie et le principe de justice, probablement parce qu'elle se situe à l'intersection entre le soin et la santé publique. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On admet, alors c'est un peu caricatural comme raisonnement, vous m'excuserez avec un quart d'heure, je ne peux pas aller dans l'ensemble des détails, mais disons, de façon un peu caricaturée, on admet que le soin vise le rétablissement de la santé d'un individu, que donc il est légitime dans cette sphère-là, ce qui n'a pas toujours été le cas, que ce soit son autonomie et son choix autonome qui priment. Je vous rappelle que ce n'était pas évident il y a 50 ans. Maintenant, c'est ça qu'on admet. En termes de santé publique, eh bien, ce qui est visé, c'est l'amélioration de la santé d'une population. Et donc, on admet assez volontiers maintenant que ce qui compte, c'est une juste répartition des risques et des bénéfices des politiques de santé. Et donc que c'est la justice qui prime dans ce domaine-là. Or, le vaccin, comme il est à l'intersection des deux, eh bien, son caractère obligatoire vient évidemment poser la question de l'autonomie des parents au regard à la fois de la santé de la population et à la fois de la santé de leurs enfants. Donc ça génère cette tension entre l'autonomie et la justice, puisque comme ça concerne les personnes individuelles, en même temps que la santé publique, eh bien évidemment, ça pose la question du choix de ces personnes et là de leurs représentants. Alors, la tension entre autonomie et justice, c'est évidemment une tension qui est fréquente en médecine. Elle n'est pas réservée à l'obligation vaccinale. Pour le domaine que je connais le mieux, qui est la greffe d'organes, le consentement dit présumé au prélèvement des organes après notre décès, il priorise la justice et la solidarité sur l'expression de l'autonomie des personnes. On pense que c'est plus important de donner accès aux personnes qui ont besoin d'un greffon au plus grand nombre de greffons possible que de prioriser sur l'autonomie des personnes. Néanmoins, on s'est préoccupé de maintenir une possibilité de sortir du prélèvement, donc de respecter l'autonomie des personnes qui ne souhaiteraient pas participer au système. Donc, il me semble qu'actuellement, la question qui fait le plus question, enfin, qui pose le plus de problèmes sur les vaccins, c'est celle de la possibilité de s'exclure ou non. Ça avait été discuté, il me semble, par le panel citoyen, une clause d'exemption, je crois, qui n'a pas été retenue. Et donc, c'est peut-être cette question-là qui a suscité une partie des débats. Voilà. Pourquoi ou comment les questions se formulent-elles en France? Elles se formulent de façon différente d'autres circonstances ou d'autres pays, parce qu'en France, le critère éthique qui régit l'accès au système de santé, c'est la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un double principe qui régit l'accès au système de santé dans son ensemble. Ce double principe, il est que chacun cotise selon ses moyens. Donc ça, c'est la régulation de la procuration, en fait, des moyens pour le système de santé, donc de l'argent, comment on trouve l'argent. Chacun cotise selon ses moyens. En revanche, chacun reçoit selon ses besoins. Donc il n'y a pas le même critère à l'entrée du système ou du côté de la procuration et à la sortie ou du côté de la distribution. Et cette double régulation, elle est faite par l'État. Et donc c'est évidemment ce qui légitime l'intervention de l'État dans ces questions et dans la question des priorisations. C'est que c'est lui qui régule de toute façon l'entrée, la procuration et la distribution des ressources de santé. Pour autant, ce sont des priorisations qui sont difficiles. Elles ont été très bien formulées par le Comité consultatif national d'éthique en 2007, qui travaillait alors, et on va venir au deuxième point à ce moment-là, qui concernait donc les décisions médicales sous contrainte économique, et qui rappelle que cette question
vise à concilier des impératifs qui semblent contradictoires, préserver la santé au niveau individuel, donc d'une personne, gérer au mieux celle des communautés de personnes, la collectivité, mais aussi les communautés plus spécifiques, et puis affecter le plus justement possible des fonds publics. Évidemment, ça laisse la place au débat et à des questions qu'il faut reposer, qu'il faut rediscuter, parce que ce sont des impératifs qui semblent à la fois très légitimes les uns comme les autres, et à la fois pas forcément conciliables en pratique. Alors, sur l'obligation vaccinale, j'ai retenu, moi, dans la revue de la littérature que j'ai faite, 3 questions principales. La première, c'est celle que vous avez formulée tous les deux, même si c'est de façon différente. Est-ce que cette obligation, elle signe une forme d'échec dans l'instauration d'une relation de confiance avec la population et donc, est-ce que il y a une augmentation de la défiance vis-à-vis du système de santé? Il me semble que cette augmentation, elle est difficilement questionnable. Hein. Elle n'est pas seulement réservée à l'obligation vaccinale. Dans les pays nord-américains, sur lesquels ces questions de défiance vis-à-vis du système de santé ont été peut-être plus souvent travaillées, on a parfois montré qu'elle augmentait avec les inégalités sociales de santé. Hein. C'est-à-dire que plus les personnes se sentent exclues du système de santé, plus la défiance vis-à-vis du système de santé augmente. Donc il est probable qu'il y ait un effet quand même de l'accroissement des inégalités sociales de santé sur ce rapport au système de santé. Par ailleurs, comme vous l'avez dit aussi plusieurs fois, c'est sûr que prioriser la juste répartition des risques vaccinaux pour le bénéfice de tous, ça maintient, dans la mesure où il n'y a pas de clause d'exemption, une question sur la place de l'autonomie et notamment de la cohérence avec les autres choix de santé dans lesquels, en règle générale, on valorise quand même le choix autonome des personnes. Donc ça pose un petit problème de cohérence. C'est pas sur ce point-là que j'avais le plus envie de réfléchir, c'est plutôt sur une troisième question qui me semble intéressante, qui est de savoir si le désaccord porte sur les faits ou sur les valeurs. Et je crois que là-dessus, alors j'ai pas fait de PowerPoint, il y avait une seule chose que j'aurais aimé vous montrer, qui revient sur ce que vous avez dit à propos des laboratoires pharmaceutiques, qui est une image publiée par le New Yorker où on voit un médecin avec son patient. Et donc le patient est en short et en débardeur et il regarde son médecin et il voit partout des goodies à l'effigie des labos et des flyers, etc. Et donc on voit que le patient a l'air pour le moins interrogatif. Alors ça fait penser à tous les goodies que vous avez partout dans les congrès médicaux. Vous savez, vous repartez avec, je sais pas, votre truc de tel labo, la clé USB, l'autocollant, etc. Bon, et donc évidemment, ça pose la question de savoir quels sont les faits qui vont être les plus remarqués en fonction de la perspective dans laquelle on se situe. Et donc un des cas comme ça qui a été exposé sur ces questions, il a été publié par l'Espace Éthique Normandie, mais c'est un cas somme toute assez commun, raconte donc l'arrivée de la maman de 2 enfants, dont un de 2 ans aux urgences, parce que son fils a un gonflement du visage, il ressemble à un hamster, il a de la fièvre, il ne mange plus, etc. Donc le diagnostic, c'est celui des oreillons. Donc on questionne la mère, effectivement, son fils de 2 ans n'est pas vacciné, sa fille non plus, et qui est plus jeune, et elle explique qu'elle n'a pas souhaité faire vacciner ses enfants, bien que la crèche et l'école l'aient sollicité sur ce point. Et donc quand le médecin l'interroge, mais bon, pourquoi vous n'avez pas souhaité faire vacciner vos enfants? Elle dit, de toute façon, avec mon mari, on pensait que la rougeole, les oreillons, on savait bien les soigner. Et puis, l'organisme des enfants est quand même très fragile. Et donc, il y a des risques. Injecter autant de vaccins semble risqué pour eux. Et enfin, rendre les vaccins obligatoires, c'est juste pour enrichir les labos. Donc, on voit bien que ce discours-là, il a généré de la défiance. Et à mon sens, ce qui est intéressant, évidemment, c'est caricatural. Néanmoins, il y a des publications qui le sont beaucoup moins et qui rappellent que, comme vous l'avez dit vous-même, probablement une attention au risque et donc une évaluation dans le temps indépendante qui serait faite et de l'impact de ces vaccins dans le long terme, mais aussi une plus grande transparence quant aux enjeux économiques en santé qui, à mon avis, sont des questions auxquelles on doit se confronter, qui ne sont pas des questions taboues, mais qui doivent au contraire être mises dans le débat public, sont des arguments qui sont à mon sens, plutôt entendables et qui ne sont pas tous ni déraisonnables ni complètement caricaturaux. Alors, les pistes de réflexion que je voulais ouvrir, je les situerai sur 2 points. Le premier point, c'est plutôt la question épistémologique ou d'éthique des sciences. Hein. Et donc, il me semble que l'exemple que je vous donnais à propos de cette maman avec son fils montre qu'il y a un désaccord plutôt sur les faits que sur les valeurs. Cette maman, elle souhaite protéger son enfant, au même titre que le médecin qui la reçoit souhaite protéger cet enfant. Il n'y a pas un désaccord sur les valeurs et sur le fait que je crois que personne ne souhaite mettre son enfant en danger, sauf
cas pathologiques éventuellement. C'est pas du tout la question dont il s'agit ici. Et je crois que améliorer la transparence sur les faits, c'est-à-dire admettre qu'il faut un débat qui soit nourri, plus transparent sur les questions qui font tension, et notamment sur ce que vous indiquiez, comme question qui fait tension, c'est-à-dire la question de l'enjeu économique qu'il y a derrière. Il faudrait qu'il soit plus transparent et il concerne les faits. À mon sens, il faudrait réouvrir le débat sur les valeurs partagées, parce que je crois qu'on partage en fait toujours un grand nombre de valeurs, notamment la volonté de protéger les enfants, les représentations de la santé, et ce que vous disiez sur la sacralité éventuellement de ce lieu de la santé qui n'est pas censé en France être réinvesti uniquement par des enjeux financiers, la symbolique des systèmes de soins, etc. Il me semble que c'est des valeurs qu'on continue de partager et que peut-être on gagnerait à ne pas les oublier, c'est-à-dire à ne pas se focaliser uniquement sur ce qui fait les désaccords, mais aussi de rappeler les points d'accord. Enfin, et ces questions-là, je les ai formulées plutôt sous l'angle de la réflexion éthique et politique. Il me semble que ces questions, elles se posent dans le contexte plus large des enjeux de démocratisation des choix de santé. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on gagnerait à réfléchir. Le premier, c'est de ne pas oublier le lien entre l'objectif et les moyens. Et sur ce point, il y a une très belle phrase de Pierre-Philippe Druet qui date de 1994. Il faudra que je retrouve la référence précise, mais la phrase est précise, et qui rappelle qu'en matière de soins de santé, la justice est le but de la démarche qui doit fixer les priorités, mais qu'elle en est aussi le moyen. C'est-à-dire que plus on va avoir des lieux de débat dans lesquels chacun pourra être considéré comme un partenaire de la discussion et donc un partenaire égal, probablement plus on aboutira à des décisions justes. Et enfin, et ça c'est Brian Wine, qui est professeur de Science Studies en Angleterre, qui a beaucoup travaillé sur les incompréhensions autour de la science, il me semble qu'il nous alerte sur quelque chose qui est assez juste, en tout cas pour ce qui concerne les vaccins. Il dit qu'il faut se souvenir que les critiques et oppositions, faute de pouvoir être entendues à l'intérieur d'un système, s'expriment toujours à l'extérieur et contribuent ainsi à le fragiliser. Et il me semble qu'on a un effet de ce type dans le discours sur les vaccins, c'est-à-dire que faute de pouvoir entendre des critiques légitimes sur un certain nombre de points, eh bien, il y a un effet retour qui est qu'elles se développent à l'extérieur, qu'elles sont transformées éventuellement et qu'elles nuisent en fait à l'argument. Et son argument que j'ai trouvé le plus fort, c'est de se souvenir que lorsque les gens ignorent la science, ce n'est pas simplement parce qu'ils ne la comprennent pas, mais aussi parce qu'ils ne s'identifient pas avec elle. Et donc je crois qu'on a un vrai travail, alors ça va dans le sens que vous avez, de ce que vous avez dit tous les deux, bien que sous des angles différents, on a un vrai travail à faire pour retisser un dialogue qui permette à chacun d'avoir une égale dignité, à mon sens, dans les débats. Voilà, je vous remercie.